dans le monde et même chez nous en Algérie, c'est chaque 2 février, donc depuis 1971, si je ne dis pas de bêtises. Et avec nous, des invités pour pouvoir en parler. Alors, Hamida Salhi, vous êtes chef de bureau au niveau central des zones humides des DGF, alors c'est la Direction Générale des Forêts. Oui, bonjour et bienvenue à vous. Madame Habiba, alors vous êtes vice-présidente de l'association Ardnab de Blida. Bonjour, on les avait reçus d'ailleurs la semaine dernière. Oui, bienvenue à vous. Bonjour. Et monsieur Ben Alal Nordine, vous êtes membre de l'association Ardnab. Nouveau membre d'ailleurs. Merci, bonjour. Comme merci. le disait à l'instant vice-présidente. Bienvenue à vous. Alors, la journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année le 2 février, chez nous aussi en Algérie. Cette année, est-ce qu'on peut dire qu'elle est assez particulière, vu tout ce qui se passe dans le monde et qui n'est pas très joyeux en matière d'environnement oui. et de protection de l'environnement. Oui, donc bonjour à tous et merci pour l'invitation, pour nous donner l'occasion de parler des zones humides aussi. Oui, on peut dire que cette année, la Journée mondiale des zones humides est très importante et très particulière, avec vu les enjeux, tous les enjeux écologiques, les enjeux de changement climatique. En fait, la conservation des zones humides est très importante eu égard à tous les biens et services que nous apportent ces zones humides. Mmh. Parce que en fait, les zones humides soutiennent la vie. Elles apportent beaucoup de biens et services. Elles nous procurent l'eau douce. Elles procurent beaucoup de produits. Elles procurent du sel, du bois. D'ailleurs, c'est la thématique de cette année, hein, le slogan des zones humides pour notre avenir, mode de vie durable. Voilà. Donc, on parle de mode de vie durable parce que les zones humides nous donnent beaucoup de biens et fournissent beaucoup de services. Donc, comme je l'ai dit, donc elles fournissent du sel, elles fournissent du poisson, elles permettent de nourrir l'humanité, elles permettent de nourrir les riverains, les populations locales. Et aussi, elles nous aident à lutter contre les inondations. Elles jouent un rôle très important pour ça. Aussi, elles captent le carbone. Ce sont des puits de carbone. Donc elles permettent de réduire le réchauffement climatique et donc de lutter contre les changements climatiques. Est-ce que, justement, en parlant de changement climatique, ces changements climatiques qu'on est en train de vivre n'ont pas un impact négatif sur ces zones humides ? Oui, parfois, eh bien, il y a bien sûr un impact négatif parce qu'avec le réchauffement, les augmentations de température, il y a des assèchements. Voilà. En fait, bon, on n'a pas réussi à prouver qu'il y avait des zones humides qui avaient complètement séché, mais quand même, il y a des assèchements plus prolongés que d'habitude, qu'avant, disons. Dans certaines zones humides ? Dans certaines zones humides. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, comme Chott el Hodna, qui est un Msila, voilà, on constate disons le cycle d'assèchement est encore plus long que d'habitude, voilà. Chott Chergui aussi. D'accord. Qu'est-ce que vous allez faire pour célébrer cette journée comme il se doit ? Est-ce que vous avez un programme assez particulier aujourd'hui ? Oui, donc le programme il est au niveau national. Donc c'est les 48 conservations des forêts de Wilaya, c'est les 8 parcs nationaux, les centres cinégétiques, les réserves de chasse qui célèbrent cette journée. Donc donc chaque structure a son programme. Donc généralement donc ces programmes ils se font beaucoup avec les enfants parce que c'est très important de sensibiliser les enfants. Donc il y a des sorties sur terrain, des sorties des petits cours d'ornithologie, d'observation ornithologique sur terrain. Il y a des concours de dessin sur les zones humides. Ensuite, bien sûr, encourager le meilleur dessin. Il y a des petits cours sur les zones humides, leur importance, leur fonctionnement. Il y a bien sûr pour les grands, il y a des expositions, des débats, des conférences, des vidéos et tout. Et également, nous avons une célébration, chaque année, nous faisons une célébration officielle au niveau d'une wilaya. Et cette année, ça va être au niveau de la wilaya de Skikta.
D'accord. Oui, donc ils sont en train de célébrer. Mais ça n'empêche que c'est célébré partout dans d'autres wilayas. Oui, Bon. oui, et c'est ce qui est important. D'accord, je viens vers Blida justement, puisque la semaine dernière on avait annoncé un événement très intéressant qui allait regrouper les randonneurs avec les motards, si je puis dire. Oui, Hein. oui, le club des motards. Le club des motards de Blida. Et finalement ça s'est passé, ça s'est plutôt bien passé. Ça c'est, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé, ça s'est passé comme on le voulait aussi. Donc, avant de commencer à parler, je tiens à remercier le Canal Algérie de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer. Donc, l'association des randonneurs découvreurs de la nature de l'Atlas blidéen a participé avec les forêts parce qu'ils étaient présents avec nous. Il y avait le parc de Chréa qui était présent avec nous et la conservation des forêts de la wilaya de Blida. Donc, on a fait une randonnée pédestre qui est, c'est-à-dire qu'on est sorti du stade, Mustafa Tchaker. Ensuite, on est arrivé à Ain Romana et de Ain Romana, on a commencé à marcher, c'est-à-dire stade Tchaker, on était toujours escortés par les motards dans les bus et tout ça, mais à partir de Ain Romana, on a commencé notre randonnée pédestre. Donc, la randonnée, c'est-à-dire si le but de l'association ou bien la façon dont a procédé l'association c'est-à-dire pour accompagner tout ça et gérer tout ça. C'est-à-dire pour organiser ça. Pas pour organiser, pour participer aux festivités, plutôt à la célébration, voilà, le mot est revenu, à la célébration de la journée des zones humides, elle a donné un autre aspect à cette randonnée, parce que nous, la Daya de Temsguida, qui est à 1230 mètres d'altitude, et les randonneurs ont eu de la chance, parce que c'est une Daya qui est dans le parc, c'est-à-dire réservé par le parc de Chréa, et qui reçoit les gens de Médéa et les gens de Blida et les gens de Ain Defla. Donc, quand même, il y avait un regroupement. Donc, arrivé à la Daya, il n'y avait pas que les randonneurs, parce qu'il y avait même les familles qui étaient intéressées par cette région. D'accord. Et ben, on va voir tout ça dans son reportage de Feria El Hamdi, puisqu'elle s'est rendue sur place. Elle nous a apporté ces belles images. Regardez, retour donc sur ce qui s'est passé lors de cette randonnée. Il est 9h du matin. Tout le monde est présent au stade Mustafa Tchaker pour le départ vers Temesguida où se trouve le lac Daya. Grands et petits n'ont pas raté cette occasion. Une belle balade en plein cœur de la nature leur fera sûrement plaisir. Nous sommes à environ 500 mètres d'altitude, au cœur des montagnes de l'Atlas blidéen. Le premier groupe est déjà arrivé. Magnifique tout simplement, parce que là on est en train de vivre en pleine nature. On est en train de respirer l'oxygène de l'air, ce qui n'est pas évident dans la ville. En plus, on fait des efforts pour monter, ce qui n'est pas facile aussi. Ça fait brûler beaucoup de calories et c'est tant mieux pour le corps humain. Et je voudrais que ça soit tout le temps, attirer l'attention beaucoup plus, voilà. Des jeunes pour qu'ils fassent plus attention à la nature, à tout ce qui est écosystème, etc. À travers cette marche, les gens comprennent l'importance de la nature, de sa sauvegarde. Et en même temps, je pourrais dire, entre guillemets, c'est la marche des pauvres. On ne paye absolument aucun sou. On est un groupe musical, genre حبينا participer هنايا باش نجوزوا وقت شباب ودائما باسكو في لي روندوني كامل genre نجيو هكا جروب ونديروا وي سي نورمال فوالا هذاك اللون نديروا لهم لومبيونس نديروا شغل الكبار حنا وكاع طلعنا كبار وصغار صافي نلعبوا كبار وصغار. L'association des randonneurs de la découverte de la nature de l'Atlas blidéen a organisé ce week-end une randonnée pédestre sur les hauteurs de Temesguida. C'est une occasion pour défendre la nature et valoriser ce lieu touristique de masse exceptionnel. Vous êtes en train de voir derrière moi le lac de Temesguida. C'est un lac qui dénombre une bonne quantité d'oiseaux d'eau et c'est un lac qui est en voie
de classement par la Convention Ramsar. Donc, pour classer une zone humide par la Convention Ramsar, il faudrait quand même qu'il y ait une superficie assez importante. Donc, comme vous êtes en train de voir, l'Ardnab, ce n'est pas seulement la première fois qu'elle organise des randonnées dans cette région. Donc, on a organisé des randonnées afin de promouvoir le tourisme de jeunes. C'est une ambiance, vous voyez, une ambiance de famille, une ambiance de fête. Ars dédié à la nature, dédié aux zones humides, dédié à l'amitié, la franche camaraderie, dédié à la vie, tout simplement. On a célébré la journée mondiale des zones humides, qui coïncide le 2 février de chaque année. Pour cette journée, on a préparé une conférence sur place avec un débat avec des spécialistes dans le domaine. C'est des gens du Parc national de Chréa, avec des spécialistes en biologie, un agronome, avec des spécialistes, des étudiants. Comme vous voyez toujours le débat qui se déroulera plus tard maintenant. Plus de 500 randonneurs ont sillonné les sentiers de l'Atlas blidéen. Pour beaucoup, cela a donné un plaisir inoubliable durant toute la journée. Perché à plus de 1230 mètres d'altitude sur les monts de Temesguida, le lac Daya, un site enchanteur entouré de forêts, héberge une faune et une flore multiples d'une très riche biodiversité. Le lac Daya est un site ensorcelant qui vaut bien le détour. Voilà, tout ça dans une très très belle ambiance. Oui, vous voulez poser une question? Oui, je demandais sur la surface. Il faut demander aux connaisseurs. Oui, d'accord. Surface, c'est-à-dire surface? La surface du lac. Ah, combien? Je sais qu'il n'est pas très grand. Non. Mais ça n'a pas d'influence sur son classement. Voilà, ça n'a aucune importance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Il ne peut pas être zone humide parce que même dans le dénombrement, ça c'est ce que disent les gens du parc, même dans le dénombrement de ces oiseaux d'eau, il n'y a pas vraiment une quantité. Et puis les critères du classement de la zone humide, vous le connaissez mieux que moi, c'est dénombrer et la superficie de... Non, je disais que pour dénombrer, oui, c'est très important en fait de trouver des oiseaux, disons des espèces phares d'oiseaux, mais pour la surface, ça n'a pas d'importance. S'il y a des espèces rares, des espèces intéressantes... donc on peut le... Vous savez que je vais vous donner un petit renseignement. Le lac de la Daya peut être artificiel, parce qu'il y a une digue juste à côté. Des fois, je ne check. Et comment le savoir? Ça, c'est leur... Ça, c'est quoi? C'est leur travail. Nous, on est des randonneurs. Non, s'il y a action de l'homme, quand vous dites une digue... Il y a une digue. Donc, il y a une digue. C'est sûrement artificiel. Oui. C'est quoi la différence entre un lac artificiel et un lac naturel? C'est-à-dire, dans un lac naturel, il n'y a pas action de l'homme, aucune infrastructure, aucune... même pas, parfois, même s'il y a des terres agricoles tout autour, ça devient artificialisé. Je vais vous faciliter la réponse entre l'artificiel et le naturel. Vous avez par exemple les lacs de Kala. Oui. C'est des lacs naturels. Vous avez les barrages, c'est des zones humides artificielles. Parce que les barrages, les retenues collinaires et tout ça, c'est l'homme qui intervient pour... c'est là où l'homme intervient. Il devient artificiel. Voilà. D'accord, c'est très simple comme explication. Pour terminer avec le lac de Temesguida, voilà. En fait, nous, à la Direction Générale des Forêts, on est en train de le classer. Vu l'importance selon les critères Ramsar qui permettent de classer un site d'importance internationale. Donc le critère 1, c'est un critère qui parle d'originalité. C'est un site très original, c'est un site d'altitude.
qui est unique dans la région. Oui. Donc avec ça, on peut le classer. Et en plus, c'est une tourbière. Et tourbière, c'est important. Très bien. Alors, jusque-là, on ne vous a pas encore entendu, parce que c'est normal, on était dans un débat très intéressant qu'on ne pouvait pas arrêter. Et là, je reviens à vous, donc. Alors, je rappelle votre nom, Monsieur Benallal Nourdine, nouveau membre à Ardenab. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette association? Bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. Au début, j'étais très curieux d'entendre Madame Beha parler, c'est-à-dire de l'environnement, de cette politique environnementale. Vous êtes dans le tourisme, dans le domaine du tourisme. Oui, je suis dans le tourisme. Donc, ce qui m'a poussé de faire la première randonnée avec mes enfants, c'était vraiment agréable. C'était vraiment agréable, c'était une découverte. Ouais. Donc, ce qui m'a poussé à faire partie à ce groupe, c'est-à-dire peut-être apporter votre contribution. Bien sûr. Bien sûr. Et comment vous allez l'apporter, cette contribution? En participant comme ça à des randonnées, ou est-ce qu'on peut faire plus quand on fait partie d'une association? Il y a pas mal de sites à découvrir, c'est-à-dire dans le programme de l'Ardnap. C'est des sites touristiques. Aussi. Exactement, c'est des sites à découvrir, c'est des zones... Parce que quand on parle de zones humides, quand on parle de ce qu'on vient de voir aussi, et qui est très très beau, hein, cette région entre Blida et Médéa, ça fait partie aussi du tourisme. C'est le tourisme montagnard. Exactement. Exactement, cette région, elle est connue de cette... C'est une forme de tourisme. Exactement. Cette région, la région de Métidja, généralement, elle est connue de tourisme montagnard. Vu ce qu'elle a comme patrimoine, donc c'est dans ce cadre. Et espérons, Inch'Allah, c'est-à-dire il y aura, comment dire, il y aura je ne sais pas comment dire. Une prise de conscience. Prise de conscience concernant cette initiative faite par l'Arnap. Voilà, et encourager surtout tout ce que vous faites. Pour revenir un petit peu aux zones humides, est-ce qu'aujourd'hui vous seriez capable de nous donner combien de zones humides nous avons chez nous en Algérie? Oui, donc voilà, une dernière étude qui a été faite en fait, c'était une étude pour lancer la stratégie nationale des zones humides. Donc cette étude a permis de dénombrer 16 complexes de zones humides qui contiennent 2350 zones humides. D'accord. Voilà. Quand on dit zone humide, c'est-à-dire quoi exactement? Des lacs, des... Voilà, donc une zone humide, c'est toute étendue d'eau de façon stagnante ou courante, permanente ou temporaire. Delta. Voilà. Bon, il ne faut pas que la profondeur dépasse 6 mètres parce que sinon, là, c'est la mer. Et donc, comme vous avez dit, c'est les sebras, les gueltas, les chôtes, les marais, les oasis, les barrages. Même un petit cours d'eau, c'est une zone humide. Parce qu'il y a de la faune, il y a des espèces d'animaux qui peuvent y vivre. Donc, c'est une zone humide. Au niveau du parc d'Ounia, il y a aussi une zone humide qui a été provoquée. C'est artificiel. Un lac artificiel. D'accord. Donc, ce qu'on trouve aussi quand vous allez à l'LST, le lac qu'ils ont... Ça, c'est artificiel. C'est artificiel, l'LST. Tout est artificiel, finalement. Il y a aussi, je peux ajouter, si je dois parler pour Blida, on peut aussi parler de zones humides pour les cascades, ça aussi, les chutes d'eau, là, les cascades. Oui, les cascades. Mais n'empêche que dans... Voilà, oui. N'empêche... Faut pas l'oublier, hein. On va y revenir. Mais je voulais juste rester sur l'idée de tout ce qui est artificiel, parce que n'empêche que c'est des passages d'oiseaux migrateurs, parce qu'on voit aussi des oiseaux dans tout ce qui est artificiel, comme vous le dites, n'est-ce pas?
Oui. Justement, c'est-à-dire, même si, je ne sais pas, une zone humide qui a été créée cette année, d'ici l'année prochaine, vous allez voir des oiseaux qui passent par là, qui hivernent peut-être. Petit à petit, ils vont commencer à hiverner. Voilà, des populations qui vont hiverner. Voilà. Très bien. Alors, pour la protection des arbres, alors les arbres dans tout ça, les arbres dans les zones humides, ils ont un rôle très, très, très important. C'est-à-dire que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Oui, c'est-à-dire quand il y a des arbres au niveau des zones humides, par exemple, on a ça, c'est le cas des zones humides de l'est, du nord-est algérien, Al-Qala, Skikda et tout ça. Donc les arbres, généralement c'est des aulnes, de l'orme, tout ça. Donc ces arbres-là, ils permettent de faire la rétention du sol. Voilà, de protéger si vous voulez. Voilà, de protéger. C'est aussi des abris pour les oiseaux. Protéger l'érosion. Non, même des abris pour les oiseaux qui passent, les oiseaux migrateurs. Certains oiseaux arrivent à la zone humide et ils font leur nid. Donc ils les font. Vous savez, l'écosystème, cette chaîne-là, elle est vraiment très. Si on voit arriver un oiseau dans une zone humide, c'est qu'il y trouve. Il y trouve sa nourriture, il y trouve son abri, c'est-à-dire c'est son écosystème, c'est-à-dire c'est vraiment son écosystème. Et moi je peux vous ajouter quelque chose, bon, je ne sais pas si on me permet de le faire, parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec la DGF, et j'ai eu la chance d'assister à la classification d'une zone humide d'une grande importance. C'est la zone humide d'Aït el-Ferd à Tlemcen, dans la région de Sebdou. Et là, si on doit parler de la protection de la zone humide, croyez-moi que j'ai assisté à un grand conflit entre les riverains de cette région et les autorités. Ils ont vu arriver les forestiers avec leurs tenues et tout ça, venant classer la zone humide. Ils ne savaient pas qu'est-ce que ça veut dire, classer une zone humide, etc. Ils croyaient qu'ils sont venus là pour leur prendre leur zone humide. Et il y a eu vraiment un conflit. Moi, je me suis faufilée un peu avec les gens pour demander qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont dit, nous, la zone humide, احنا عايشين بها. Je leur ai dit, la zone humide, comme ça, façon de parler. Ils m'ont dit, non, quand la zone humide, elle est à sec, on sème le maïs et on récolte le maïs. C'est-à-dire que, vous voyez que la zone humide, ce n'est pas seulement l'oiseau, etc. Il y a même l'être humain, même l'homme. L'homme, il a... Et ça, c'est le poisson aussi. Oui, le poisson. Bon, je ne parle pas de... C'est-à-dire faune et flore, mais il y a même l'homme qui en bénéficie et qui en vit. Oui. Et ça, c'est le but de l'ARDNAP. C'est-à-dire le but de notre sortie sur la zone humide, c'est de sensibiliser les gens à la protection de cette zone humide. D'accord. Eh bien, justement, peut-être une dernière question. Comment protéger ces zones humides de pollution, de tout ce qui se passe? Oui, d'ailleurs, en même temps, je vais répondre à madame. Donc, oui, soyez juste rapide un petit peu parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. D'accord, donc justement, les problèmes avec les riverains, c'est un problème qui se pose au niveau de pratiquement de toutes les zones humides. Donc pour ça, on a mis en place une stratégie nationale des zones humides, participative, qui a vu la participation de tout le monde, les riverains, tous les secteurs, tous les ministères concernés par les zones humides. Et on est sorti avec une zone humide, une stratégie que nous allons mettre en œuvre, qui va être mise en œuvre par décret et qui va être appliquée par tous les ministères concernés. C'est la stratégie nationale des zones humides qui va être mise en œuvre. Pour le moment, nous avons fait l'étude. Et cette stratégie, elle nous permet de savoir quel est les plans d'action à mettre en place. C'est-à-dire intégrer les populations riveraines. Et ce n'est pas seulement au secteur des forêts de les protéger. L'hydraulique, l'environnement, plusieurs secteurs sont concernés. Tous les secteurs. D'accord. Et pour protéger les zones humides, comment il faut faire? Pour protéger, donc, comme j'ai dit, il faut beaucoup sensibiliser les populations, les grands, les petits. Il faut travailler avec tous les secteurs, voilà, et que chacun y mette son grain de sel et
Chacun protège de son côté. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de Arnab un peu partout. Inch'Allah, oui. On va le faire. C'est très important. Merci beaucoup en tout cas d'être venu et à très bientôt, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a un autre événement qui se prépare? Il va y avoir l'événement. Nous, on ne va pas parler stratégie parce que ce n'est pas notre domaine, mais il va y avoir l'événement nous, on est sortis sur la zone humide, on a pris des enfants à la zone humide, il y avait des scouts, il y avait des clubs verts, etc. Ouais. Et dans notre programme, le programme de 2016, nous allons commencer notre programme de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Donc, nous allons créer d'autres clubs verts avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et là, nous allons, c'est-à-dire le thème de cette année, c'est les zones humides. Et nous allons nous baser sur la sensibilisation de la protection d'une zone humide. Nous allons apprendre à l'enfant à connaître qu'est-ce qu'une zone humide. Ouais. Bon, lui, il va à la zone humide, mais il ne sait pas ce que c'est. Et nous allons lui apprendre aussi à comment faire l'herbier, à comment protéger. Le mois de mars, je crois que c'est le mois adéquat pour faire tout cela. Ça, c'est notre programme. C'est pas l'événementiel. Ça, c'est tout le programme de l'année. Tout au long de l'année. On sera là et vous reviendrez nous en parler, Inch'Allah, avec grand plaisir. Merci à vous aussi d'être venu ce matin pour nous parler, donc je le rappelle, de cette journée mondiale des zones humides. Merci à vous trois. À très bientôt. Merci. Vous allez prendre plaisir en tant que nouveau membre de cette association. Merci. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans un moment pour parler de sport et d'escrime, championnat du monde. Vous savez pourquoi